Nous allons maintenant croiser nos regards sur plusieurs des questions qui ont déjà été mises en perspective. Jardin et citoyen, un enjeu de société. J'invite à venir sur la scène Michel Lusseau, qui est géographe, directeur de l'Institut français de l'éducation, responsable scientifique du groupe Métropole française et mondialisation. Monsieur Lusseau, vous êtes le bienvenu. J'invite Henri Delbar, pépiniériste, président de la Société nationale d'horticulture de France. Vous êtes le bienvenu, monsieur Delbar. J'invite Michel Corajou, architecte paysagiste, a enseigné 32 ans à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Et il a à son actif, on l'a vu, de nombreuses réalisations, dont celle de Bordeaux, reçu de nombreux prix, bien sûr. Et j'invite également Jean-Pierre Winter, qui est psychanalyste. Il a écrit notamment un article sur la symbolique et le réel de la nature. Il nous dira aussi pourquoi il s'intéresse au jardin. Monsieur Winter, vous êtes le bienvenu. Il est où, monsieur Winter? Hop. Il n'est pas encore là? Eh bien, j'espère que nous allons le récupérer. Michel Lusseau, prenez un micro. Je vais commencer avec vous. Vous avez vu tout à l'heure, dans son introduction, Éric Orsena a souligné la dimension politique du jardin. Et M. Le Dantec vient de rappeler évidemment cette dimension politique en tant que jardin, fruit d'une volonté d'aménagement. Mais bien sûr, il y a aussi la dimension politique du jardin en tant que le jardin est objet de rencontre entre les citoyens. Donc, comment est-ce que vous réagissez sur cet enjeu politique du jardin? Vaste question. Permettez-moi d'abord peut-être de mettre en perspective du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire d'un géographe qui travaille plutôt sur les processus d'urbanisation à l'échelle mondiale et aussi aux échelles locales, au sein desquels ces processus d'urbanisation généralisée se déploient. Permettez-moi peut-être de mettre en évidence 3 points qui me paraissent importants et qui expliquent, à mon sens, le renouveau d'intérêt pour la question du jardin depuis une vingtaine d'années, et ce renouveau s'accentue dans les 10 dernières années. Je crois qu'effectivement, nous sommes confrontés à 3 processus convergents. D'abord, un mouvement d'urbanisation généralisée du monde. Éric Orsena et Jean-Pierre Le Dantec ont insisté là-dessus. En France, il faut souvent réinsister sur cela parce que ça constitue une véritable rupture dans l'histoire de l'habitation humaine de la Terre. En 150 ans, de 1900 à 2050, nous serons passés d'un monde où 1 milliard d'habitants le peuple et 20% sont dans les villes, à un monde où 10 milliards d'habitants le peupleront et les 3/4 ou les 2/3 de ces 10 milliards seront dans des organisations urbaines qu'on peine d'ailleurs à appeler villes, tellement elles ont changé. Cette urbanisation généralisée du monde s'est accompagnée d'un processus de fragmentation extrême des espaces urbains. Et peut-être aussi de quelque chose qu'on a peine à imaginer, c'est-à-dire que alors que la ville, et plus avant la cité, était caractérisée par la compacité et la circonscription des espaces, par la continuité bâtie, l'urbain contemporain se caractérise par l'apparition de la discontinuité. Le vide, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui est soustrait à la construction, constitue peut-être même l'espace majeur des organisations urbaines, à tel point que l'urbanisme et l'architecture classique, qui sont des arts d'occuper les vides, sont désemparés par rapport à cette profusion du vide. Si vous prenez la photographie aérienne de la mégapole parisienne, les vides l'emportent sur les pleins, si l'on compare avec le périmètre de l'aire urbaine, et plus encore si l'on va jusqu'au Havre. Donc, l'urbanisme nouveau devient en quelque sorte un paysagement du vide. Le vide qui n'est plus cet espace relictuel qu'il faut combler, mais qui devient peut-être la condition de possibilité de la mise en cohérence de quelque chose qui, sans cela, est fragmenté. Donc il y a un retour. Le jardin, c'est fait pour combler les vides? Non, justement, le jardin n'est pas fait pour combler les vides. Le jardin est fait pour, à partir de ce qui apparemment est vide, composer de nouveaux types d'espaces qui vont donner du sens à une configuration urbaine qui, sans cela, est marquée par la fragmentation. Deuxième évolution, j'irai très vite, nous sommes obligés d'aller vite, même si nous ne sommes que 3, donc j'en profite. Deuxième évolution. Nous voyons se développer de nouvelles aspirations sociales et culturelles des citoyens par rapport aux espaces de jardin et de paysage, et des aspirations sociales et culturelles qui dépassent le délassement, l'agrément, le loisir, la prise de temps au calme. Nous avons donc petit à petit, autour des jardins
et autour des paysages, des demandes, des réclamations citoyennes qui font que le jardin devient politique d'une autre façon, non seulement parce qu'il est le résultat d'une commande, mais aussi parce qu'il rentre dans un système d'aspiration citoyenne à faire du jardin un espace de pratique citoyenne et sociale. Et puis la troisième chose, et j'en terminerai par là, c'est évidemment le retour de l'environnement sur la scène politique. Je dis le retour parce que nous avions oublié que la question environnementale était centrale à la problématique de l'habitation humaine de la Terre. Eh bien, l'environnement fait retour. Et avec quelle acuité, avec quelle force, puisque nous avons même l'impression que ce déni de la question environnementale peut mettre en cause la soutenabilité, la durabilité même de nos espaces d'habitation. Ces trois mouvements convergents, pour moi, et je m'arrêterai là, font du jardin aujourd'hui peut-être un des espaces clés d'une nouvelle réflexion sur l'habitation humaine. Parce que le jardin redevient ce que j'appellerais un espace public au sens fort du terme, un espace politique au sens fort du terme, parce que c'est peut-être dans les jardins que l'on peut réfléchir aux nouvelles façons qu'ont les sociétés humaines de produire du monde commun. Vous connaissez l'interpellation d'Hannah Arendt, la philosophe allemande, sur le fait que les hommes ont besoin, compte tenu de la distance qui les sépare toujours, les hommes et les femmes ont besoin de trouver des médiations politiques pour produire du monde commun. C'est-à-dire pour produire du monde habitable en commun, pour produire ce que j'appelle la cohabitation au quotidien. Eh bien, peut-être que le jardin, c'est un espace fondamental pour inventer une nouvelle cohabitation à l'échelle de cette mondialisation urbaine que nous connaissons. C'est dire l'importance qu'a pour moi la réflexion sur les jardins dans la réflexion urbaine. Vous êtes en train de nous dire que le jardin, pour vous, est aujourd'hui principalement une nouvelle agora. En tout cas, la question mérite d'être posée. Alors moi, j'ai tendance à inclure jardin et grand paysage, mais là, peut-être que les spécialistes me contrediront. Moi, je ne suis ni paysagiste, ni spécialiste vraiment du jardin. J'aborde le jardin par un détour. Mais on voit l'importance, par exemple, prise de nouveau par le concept de grand paysage, qui est un concept ancien. Dès le XVIIIe siècle, la question du grand paysage intervenait dans les réflexions, par exemple, de l'enfant à Washington. Mais le retour en force du grand paysage, le retour en force du jardin me montre qu'il ne s'agit pas simplement de réfléchir aux espaces récréatifs et de délassement. Il y a quelque chose de plus. Il y a une aspiration collective à trouver dans le jardin un autre espace politique que celui que nous avions l'habitude de considérer comme l'espace clé des villes, c'est-à-dire l'espace des rues, l'espace des places publiques. Le jardin devient une nouvelle place publique. Vous nous avez dit tout à l'heure, le jardin, ce n'est pas destiné à combler les villes, ce n'est pas une cerise sur le gâteau que l'on met pour rendre beau ce qui a été délaissé. Vous nous avez dit, le jardin peut être un générateur de villes, c'est-à-dire un lieu source à partir duquel se conçoit peut-être un nouvel ensemble urbain et paysager. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Alors, je le développerai là aussi par une extension. Je travaille en ce moment avec l'atelier parisien d'urbanisme autour d'un atlas de la métropole de Paris et j'écris un texte qui prend comme parti d'essayer de faire une lecture des paysages de la mégapole parisienne, non pas à partir des centres, non pas à partir des plains, non pas à partir des zones de très forte densité construite, mais plutôt en essayant de composer un parcours dans les vides, les interstices, les zones de diffusion, les endroits où l'on peut se frayer un passage. Et évidemment, dans ce cadre-là, les jardins, les paysages ont une importance considérable, et pas simplement les jardins et les paysages publics, mais aussi les jardins et les paysages privés, si je puis dire. Ça veut dire que lorsque vous essayez de cartographier dans la mégapole parisienne les espaces verts, comme on disait jadis, et le mot n'est plus approprié à mon sens, c'est bien trop restrictif par rapport à ce que nous essayons de décrire. Lorsque vous cartographiez ces espaces verts, vous vous apercevez que dans beaucoup de fractions du Grand Paris, l'essentiel de ces espaces verts sont des espaces privés. Que faire de ces espaces privés dans une réflexion d'ensemble sur ces vides qui font tenir la mégapole et qu'il faut investir de sens, qu'il faut investir de réflexion sur la manière de produire du commun? Les laisser de côté? Non, il faut les intégrer à la réflexion. Il y a donc une sorte de bouleversement, j'allais dire, de révolution copernicienne qui est de dire à la fois l'urbanisation progresse, il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de croire que nous serions quittes par rapport à l'urbanisation simplement en
aspirant à la recréation des campagnes d'antan. Non, Jean-Pierre Le Dantec l'a bien dit, il y a des contextes qui ont radicalement changé, l'urbanisation progresse, mais peut-être que pour arraisonner cette urbanisation, il faut redonner du sens à ces vides et ces déliés, et non pas ces pleins, ces vides et ces déliés de l'espace urbain, les réinvestir de sens, et au sein de ces espaces, les jardins et paysages, pour moi, sont tout à fait centraux. Je reviendrai dans un instant vers vous, Michel Lusseau, pour vous demander quels sont, de votre point de vue, les chantiers que vous aimeriez bien ouvrir avec les professionnels ici rassemblés. Comme disait Dominique Douard, on rassemble la famille pour célébrer le nôtre, mais c'est aussi évidemment une invitation à faire davantage ensemble. Je reviendrai avec vous pour vous demander quels sont les chantiers. Henri Delbar, prenez le micro. Vous êtes un pépiniériste, vous êtes PDG de Delbar. Vous avez vous aussi écrit, ça je pense à Eric Orsena qui est jaloux des livres écrits par l'ensemble des acteurs du jardin et du paysage. Vous avez écrit plusieurs livres, Rose, mon carnet d'émotions, Les fruits de ma vie. Bon, vous êtes sur l'émotion, vous êtes sur le beau. Tiens, comment est-ce que vous réagissez là, ce que vous venez d'entendre à travers le point de vue du géographe? Je crois qu'il y a deux points de vue. Il y a celui du géographe qui vient d'être présenté. J'en ai un autre qui est beaucoup plus personnel, à travers ce que j'appelle la découverte du rôle et du fonctionnement de la nature et du jardin. Très, très simplement, j'ai eu un cursus comme nombreuses personnes d'écoles, d'universités qui m'ont amené à avoir une fonction, je dirais, relativement technique et dans laquelle j'ai vu que j'étais presque dans un cul-de-sac. Cul-de-sac parce que finalement, je travaillais avec des plantes, des produits dont je n'arrivais pas à percevoir le sens et donc ne le percevant pas, je n'arrivais pas à le communiquer et à partager finalement ce qu'elle pouvait m'apporter. Et j'ai eu la chance de rencontrer des humanistes, des coloristes, des nés, des dégustateurs qui m'ont fait découvrir un autre domaine, l'enseignement de la nature, l'éducation de la sensibilité. L'enseignement de la nature, c'est l'enseignement de l'organisation de la vie, tous les phénomènes de la vie, de la dépendance, de l'interdépendance, des relations, de l'harmonie. Et c'est donc tout un grand livre qui s'est ouvert devant moi. Et puis l'éducation de la sensibilité. Parce que je crois qu'à travers un cursus plus ou moins universitaire, on fait travailler une partie de son cerveau, mais pas la partie qui concerne la sensibilité, la découverte du monde à travers ses sens, une connaissance dans le domaine du sensible. Et je crois que cette découverte-là a totalement enseignement de la nature, éducation de la sensibilité. Je suis devenu, je crois, un autre homme, en tout cas un autre professionnel. Et j'ai pratiqué mon métier avec d'autres règles que les règles, je dirais, scientifiques, techniques, économiques que j'avais apprises. Je me suis donc, je pense, rapproché de la société, très prosaïquement, évidemment, de mes consommateurs, de mes clients, parce que je crois que j'étais beaucoup plus proche d'eux dans leur désir de plaisir, dans la manière de leur parler, à travers ce qu'ils recherchaient dans l'expression d'un parfum, dans l'expression d'un goût, dans l'expression des couleurs, etc. Et donc, je pense que la nature, le jardin, on peut les voir de manière très organisée, à l'échelon planétaire, à l'échelon d'une ville. On peut le voir aussi à l'échelon d'un homme, d'une femme, et surtout d'une manière de comprendre le monde, de le sentir et de pouvoir, avec un vocabulaire adapté, entrer en relation
avec ses concitoyens. C'est-à-dire que vous nous dites que le contact avec la nature, avec le jardin, c'est une occasion de se révéler à nous-mêmes différemment. C'est-à-dire de permettre de se revisiter pour découvrir les sensibilités masquées, de redécouvrir le sens de la vie à travers l'imbrication de tous ces éléments. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'est découvrir la plénitude de soi, c'est-à-dire que alors je vais prendre un exemple très clair, j'étais un professionnel, je suis toujours, je l'espère, de la rose. Et pour moi, une rose, c'était une plante, avec classification botanique. En plus, il y avait les multiflorales, les grandiflorales, les rosiers grimpants, les rosiers rouges, les rosiers jaunes, ceux qui faisaient 1 mètre, 1,20 m, etc., etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, on le dit tous, ça s'arrête là. Et c'est très, très limitant. J'ai, grâce à Monique Schlinger, grâce à tous ces gens qui sont des grands professionnels de la couleur, de l'olfaction, du goût, découvert que les roses me parlaient un autre langage. Et que lorsque je sentais une rose, c'est la Madeleine de Proust, mais c'est aussi tête, cœur, fond, c'est une succession d'émotions, de souvenirs, et qui sont totalement organisés dans ma tête, parce que c'est ce que je dis là, ce n'est pas de l'utopie, c'est vraiment de la neurophysiologie. Ça existe, cette connaissance sensible, intuitive, s'organise dans notre tête de manière très connue maintenant. Le jardin est le lieu de cette, de cette révélation. Là, je ne parle pas pour le professionnel que vous êtes. Je parle pour tous les citoyens qui fréquentent notamment l'espace urbain, dont tout à l'heure M. Lussot nous a rappelé les discontinuités, le gigantisme. Est-ce que ça pose la question évidemment de l'importance du jardin dans l'espace urbain en tant que espace à valoriser? Est-ce que ça pose la question de la formation, de l'éducation aussi qu'on doit donner à l'ensemble des citoyens? Comment est-ce que vous réagissez sur ces questions? Je pense que c'est le premier lieu de formation, mais encore une fois, de manière naturelle et très simple, à travers nos sens. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Il suffit simplement qu'on nous emmène par la main pour aller sentir, découvrir, regarder une perspective, comparer des couleurs chaudes, froides, etc., etc. Et là, c'est tout un enseignement indispensable qui forme notre sensibilité. Je crois que M. Le Dantec, 2 fois de suite, vous avez insisté sur sensible, sensible. Mais nous oublions cette sensibilité. Et je fais une petite digression. Mais des philosophes ont dit à l'heure actuelle, pour expliquer par exemple le mal des cités, le problème des jeunes, c'est notre ami, je vais retrouver son nom, Alain Finkielkraut, qui a dit que le problème de ces jeunes, c'est qu'ils étaient devenus des binaires, oui, non, t'es mon pote ou je te bute, terminé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de sensibilité. Et il n'y a plus de différence dans le domaine du sensible. Et je pense que la nature, le jardin, la perception du jardin, ces messages peuvent nous faire réapprendre cette différence et acquérir ces sensibilités dont nous avons besoin pour vivre ensemble. Ce qui est intéressant dans votre intervention, c'est que vous mettez évidemment en évidence les perspectives différentes, parce que vous êtes sur une démarche très, très personnelle d'éducation de la sensibilité. Le jardin peut être le support, mais tout à l'heure, M. Le Dantec rappelait que, par exemple, le nôtre, avait été capté par les forces réactionnaires il y a 100 ans, parce qu'on estimait que son jardin était l'expression d'un pouvoir, d'une force. Je reviendrai tout à l'heure vers vous pour vous demander aussi quel chantier vous aimeriez bien qu'on ouvre aujourd'hui ou demain, pour que cette éducation
à la sensibilité, cette révélation à ce que nous sommes nous-mêmes au plus profond à travers le contact du jardin, puisse davantage s'effectuer. Monsieur Corajou, comment est-ce que vous réagissez à ces propos que vous venez d'entendre là? Deux regards très, très différents, étant entendu que vous avez évidemment une expérience extrêmement importante en France et à l'étranger, sur des espaces très, très différents. Comment est-ce que vous réagissez là, à ce que viennent de dire Monsieur Lussot et Monsieur Delbar? Je commencerai par dire qu'il était bon que vous commenciez par faire intervenir Jean-Pierre Le Dantec sur la question de l'importance du jardin dans la construction de la ville. Je dis ça parce qu'il serait dommage qu'on sépare l'idée du jardin de l'idée de la ville elle-même. La ville est une pièce constitutive, enfin le jardin est une pièce constitutive de la ville, inséparable de la ville. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et en m'opposant peut-être un peu à Michel Lussot, tout ça n'est pas nouveau. Tout ça n'est pas nouveau. Il n'y a pas un renouveau du jardin. Le jardin a toujours existé. Le jardin a toujours fait partie de la construction de la ville. Comme, si vous voulez, c'est un enchaînement. La cour intérieure des bâtiments, ensuite la rue, et ensuite les places et le jardin ont un système de hiérarchie, de composition de la ville qui a toujours été, qui a toujours existé. Que les jardins d'aujourd'hui se constituent d'une façon différente de ce qu'ils étaient hier, il est évident. Mais je pense que le jardin est indissociable de la pensée de la ville. Et qu'est-ce qui fait la chose particulière et importante de la présence du jardin? Quand je disais tout à l'heure qu'il était une pièce indispensable de la ville, c'est que c'est une pièce de civilité. La rue est une pièce de civilité. La cour est une pièce de civilité. La place est un lieu de civilité. Civilité voulant dire que c'est là où les hommes échangent entre eux. Et par contre, il y a une chose qui est particulière dans le jardin, c'est que les hommes sont dans un lieu de civilité, mais ils sont dans un milieu vivant. Et au fond, il y a quelque chose qui est particulier dans la question du jardin, c'est que le jardin les rapproche de leur propre corps. C'est-à-dire qu'ils sont dans un milieu où la vie est là. La vie et la leur se mettent en présence. Leur propre vie. C'est dommage que la psychanalyse ne soit pas là, parce que j'aurais aimé qu'elle puisse développer ces questions. Je pense qu'il est question du corps. Et d'ailleurs, on le voit, dans les jardins, le corps se désinhibe. Vous voyez, dans les jardins, comment les gens se comportent d'une manière plus ouverte, plus détendue, comment ils se délassent, comment ils s'allongent, comment ils se prélassent, comment ils ont une attitude corporelle extrêmement différente de leur situation dans la rue. Dans la place, les choses sont elles-mêmes un peu plus déliées. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je lirais volontiers la question du fait que ce qui fait la spécificité du jardin, c'est qu'on y voit son propre corps au ralenti. C'est une vie plus lente, plus ralentie, mais tout aussi diversifiée. Et que ce rapport, mais les animaux font partie de ce dispositif. Bon, on aime les chats, on aime les chiens pour les mêmes raisons. Pour ça, parce que simplement, c'est des autres vies qui sont à proximité de la nôtre et dont on peut mesurer son propre rythme. Ce sont des rythmes différents. Et ce qu'il y a de beau dans le jardin, c'est qu'il a son propre développement. Il a la pousse, il a les saisons, il a la variété du feuillage, il a toute une série de choses qui, effectivement, témoignent du fait que ces choses sont vivantes. Et nous-mêmes, corporellement, nous sommes en accord avec cela. C'est ça où j'insisterai. C'est pour ça qu'il n'y a rien de nouveau dans cette histoire. L'histoire des jardins est un immense palimpseste qui depuis toujours a toujours existé et qui fait que cette immense culture que représente la culture des jardins est précisément une culture qui raconte peut-être, si la psychanalyste était peut-être elle me contredirait pas, raconte tout simplement l'évolution de la pensée de l'homme et de son corps et de la manière qu'il a d'être en société, en civilité. Et ce qui fait que les jardins évoluent, c'est que tout simplement la civilité est différente. Et puis il est vrai aujourd'hui que le jardin
se démocratise au sens où il n'y a plus que le roi, il n'y a pas seulement que le roi qui aujourd'hui commande des jardins, mais toutes les villes commandent des jardins et des jardins se multiplient. Mais je ne le dissocierai pas de la ville et je ferai une différence avec Michel Lusseau. Il ne faudrait pas confondre paysage et jardin. Le grand paysage, c'est autre chose. La périphérie des villes, c'est autre chose. Même les jardins particuliers font autre chose. Mais parlons un tout petit peu de ces jardins particuliers. C'est la même chose. Pourquoi les gens veulent absolument faire pousser des choses dans leur jardin? Pour les mêmes raisons. Faire pousser des choses dans leur jardin, c'est se voir pousser eux-mêmes. On pousse ensemble. On pousse ensemble différemment, bien sûr, mais on pousse ensemble. Et c'est là l'utilité, évidemment, d'avoir des plantes dans son jardin. Mais dans le jardin particulier d'aujourd'hui, celui de ce pavillon posé au centre de ce jardin, il y a autre chose qui s'y ajoute, qui est celui du fait, effectivement, d'être le plus loin possible de son voisin. Qui est alors là, par contre, une chose qui n'est pas qualitative pour moi, mais qui est une chose qui est, on s'éloigne. Alors que dans le village traditionnel, on était proches. On était les uns contre les autres. Ce qui n'empêchait pas du reste d'avoir un jardin du devant d'ailleurs, et un jardin du derrière. Aujourd'hui, je ne sais qu'est-ce qui pousse les gens d'une certaine façon être au centre du jardin, c'est-à-dire d'être le plus loin possible de son voisin. Et pour moi, ça c'est le contraire de la ville, c'est le contraire de la civilité. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on corrige cela. Et quand on dit il y a extension urbaine et qu'on emprunte sur les territoires ruraux pour faire ces grandes villages pavillonnaires, il y a ce défaut-là. C'est qu'il y a une consommation de territoire qui est beaucoup trop forte. On n'a pas besoin d'autant de place pour se créer un univers jardiné. Et enfin, pour en revenir à Le Nôtre, je voudrais dire simplement, mais je crois que tout le monde le sait, Le Nôtre n'était pas qu'un jardinier. Et loin de là. Et il ne faudrait pas non plus que le fait que cette séance soit présidée par, effectivement, l'horticulture fasse en sorte qu'on comprenne Le Nôtre comme un jardinier seulement. Le Nôtre était un jardinier, certes, mais il était aussi un urbaniste, un très grand urbaniste. Et il était aussi un architecte. Si vous voulez, Versailles, avant d'être un jardin, c'est d'abord une leçon d'architecture. Et il suffit de regarder, et je dirais même peut-être à la limite, ce que Le Nôtre était le moins, peut-être le jardinier. Et d'ailleurs, il y a une sorte de convention qui est celle d'expliquer que les plantes, en général, ne sont pas à la faveur de Le Nôtre. Le Nôtre considérait que les plantes dans le jardin, c'était les femmes avec leurs robes bigarrées qui les faisaient. Il n'aimait pas les parterres, je crois, entre Le Nôtre. Mais Le Nôtre était un formidable architecte. C'est lui qui a, au fond, le jardin, c'est le lieu d'initiation de la ville. C'est là où la ville est la plus parfaite. C'est là où la ville s'expérimente. Et Versailles, tout le monde sait que Versailles est un lieu d'expérimentation. C'est là où s'est inventé les grandes techniques qui ont ensuite permis effectivement de constituer la ville. Les techniques hydrauliques, les techniques de topographie, toutes les techniques se sont inventées dans le jardin de Versailles, comme si Versailles était une sorte de laboratoire à l'intérieur duquel le milieu dans lequel nous vivons allait être étudié. Et c'est pas seulement Le Nôtre. Avant Le Nôtre, c'était comme ça déjà. Et puis après Le Nôtre, c'est encore comme ça. Les formes prises par ces différents jardins sont évidemment extrêmement différentes les unes des autres. Mais c'est ce qui fait la richesse de cette histoire. N'oublions pas, le jardin, c'est d'abord un lieu d'histoire. C'est un palimpseste, c'est une sédimentation. Et d'ailleurs, de toutes les formes urbaines, celles dont on n'hésite pas à les superposer les unes par rapport aux autres, c'est le jardin. Il y a des jardins qui se superposent les uns par rapport aux autres, comme s'il y avait une véritable... Comme si c'était tout à l'heure Éric Orsenna qui comparait cela à des livres. Eh bien, les jardins, ce sont des pages de livres qui s'empilent les unes sur les autres. Monsieur Corajou, vous évoquez, vous aussi, le jardin comme un lieu réservoir d'humanité, hein, là où on se retrouve différemment, dans un temps long, dans un temps calme, dans des étirements, avez-vous dit. Bon, on voit que, à travers les différents témoignages, là, que la fonction politique du jardin, qui peut être un lieu source pour la ville, qui peut être aussi une nouvelle agora, bon, est sujet à débat. Est-ce que dans les rapports que vous avez avec les responsables publics
qui organise la ville, qui donc pense son urbanisme, pense le jardin. À votre avis, quels sont les freins qu'ils ont dans la tête, ou quelles sont les idées que vous auriez envie qu'ils s'approprient davantage pour que le jardin soit davantage encore ce lieu de bien-être, ce lieu de vie que vous dessinez? À votre avis, vous qui êtes au contact des principaux aménageurs, développeurs, organisateurs de l'espace public. C'est la sécurité qui est la chose qui plombe tout. C'est la peur. La peur de l'autre et la peur de la sécurité. Je vous raconte une anecdote qui est celle qui m'arrive en ce moment. J'ai fait un jardin dans le nord de Paris, derrière la gare de l'Est. Et c'est un jardin qui a été construit dans un quartier extrêmement mixte, dans lequel les populations étaient très mélangées. Et pendant très longtemps, ce jardin a formidablement bien marché parce que précisément, il était un système intégrateur qui fait que ces gens se sont mélangés magnifiquement, se sont organisés entre eux. Mais ce jardin était proche d'un autre lieu de consommation de la drogue très importante. Et on a vidé ce lieu, qui est le lieu qu'a dessiné Bernard Huet. On a vidé ce lieu de la drogue et la drogue est venue dans mon jardin. Et les dealers ont occupé ce jardin à tel point que dernièrement, je venais faire une émission avec Silence ça pousse et je n'ai pas pu rentrer dans le jardin parce que les dealers l'avaient occupé. Et vous voyez, ça c'est un véritable problème. En plus, cet arrondissement est un ancien ministre de la police, non? C'est un ministre de l'Intérieur et maire de cet arrondissement. Et évidemment, la question de la sécurité a toujours été au centre de la discussion de ce jardin. J'aurais voulu une partie de ce jardin soit ouverte jour et nuit. Et j'ai réussi à le faire pour partie, mais pas sur l'ensemble. Mais vous voyez, le jardin, il emporte avec lui tous les symptômes, au fond, du dysfonctionnement de la société actuelle. Il en est comme la rue, il en est comme la place, un des révélateurs. Et il a beau, par la transpiration calme de ces plantes, il a beau être justement un lieu de sérénité, il peut devenir un lieu extrêmement dangereux. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est difficile parce qu'on ne sait pas comment résoudre cette question. Est-ce que la culture commune des décideurs publics est assez grande de votre point de vue sur la question du jardin? Personnellement, je rencontre beaucoup d'élus qui, me présentant leur projet, me présentent d'abord un projet de quartier et puis ensuite me disent « Ah, il y a tel pourcentage d'espace vert ». C'est en quelque sorte, ils vont amener l'espace vert comme une justification qui arrive a posteriori, qui permet d'expliquer la qualité de l'aménagement. Est-ce que le caractère central du jardin, comme révélateur de ce que nous sommes, comme miroir de ce que nous sommes collectivement, est suffisamment pris en compte? Est-ce que là encore, il y a du travail à faire? Je ne suis pas bien sûr que vous ayez rencontré les bons élus. Eh bien, j'en rencontre beaucoup comme ça. Je ne suis pas bien sûr de cela, parce que je pense que tout à l'inverse, aujourd'hui, il y a une grande conscience. Les élus sont alertés sur la question de l'éclatement de leur ville, du fait que les choses se désagrègent. Au fond, le jardin étant le modèle même de l'interrationnalité, c'est-à-dire, dans le jardin, les choses sont liées. Tout est lié. Les plantes sont liées entre elles vous le savez bien, M. Delbar, sont liées entre elles par des pactes forts, par le rapport qu'elles ont avec la terre, etc. Et le jardin, c'est un lieu d'interrationnalité. Or, la ville, aujourd'hui, se désagrège. Et je crois que les élus, contrairement peut-être à ce que vous dites, sont extrêmement, aujourd'hui, alertés sur la question de la désintégration de leur ville. Et c'est ce qui a fait, d'une certaine façon, le bonheur des paysagistes de notre génération, c'est que les élus ont compris que les paysagistes, parce qu'instruits de la question du monde vivant, ont en eux cette question de l'interrationnalité et qu'ils ont en eux la question du sens de la relation et qu'ils font appel à eux de plus en plus fréquemment et que quelque part, chez les élus, la question du jardin ou de l'espace vert, comme vous le disiez tout à l'heure, est presque la part la plus importante parce qu'ils savent que c'est au travers de la pensée du vide dont Michel Lusseau parlait tout à l'heure, mais il faudrait le nommer autrement,
c'est au travers de cette pensée du vide que le lien va pouvoir se retisser. Et que les objets solitaires de la ville aujourd'hui, qui sont juxtaposés les uns par rapport aux autres, vont se réassembler. Est-ce que vous êtes un fabricant d'illusions, monsieur? Pardon? Est-ce que vous êtes un fabricant d'illusions? Le mot illusion a été déjà employé à plusieurs reprises. Enfin, je n'ai pas le sentiment que ce que je viens de dire participe de l'illusion et participe de l'ambition, mais pas de l'illusion. Monsieur Delbar. Oui, je pense que la question que vous venez de poser, elle est essentielle et en tout cas devrait, à mon sens, être l'objectif essentiel de ces journées. C'est justement de repositionner le jardin et le discours du jardin, non pas comme un élément technique ou un élément de produit, de consommation, même végétale, mais véritablement un élément essentiel de notre culture. Et c'est cette réflexion, ce discours, je dirais, ce vocabulaire organisé qu'il faut mettre à la disposition d'abord des professionnels qui en doutent. Moi-même, j'en ai douté pendant longtemps. Je vous l'ai dit, j'ai découvert une dimension qui ne m'était pas familière. Et puis mettre ce discours, ces mots, cette compréhension à la disposition des politiques. Si vous le permettez, je vais vous lire, parce que je crois que la précision des mots est importante à ce moment-là. Le jardin, c'est le lieu de l'enseignement de la nature, l'éducation de la sensibilité, une nouvelle philosophie qui nous apprend la sagesse de la vie. Et étymologiquement, vie, c'est bio, sophie, c'est sagesse, c'est une biosophie. C'est ainsi qu'avec mon vieux maître et ami Henri Charnay, nous avions décidé de la nommer. Proposer aux hommes de retrouver cette sagesse de la vie pour cultiver notre terre en jardinier des 5 sens. S'épanouir dans une nature en bonne santé ne doit pas être un luxe réservé à des minorités privilégiées, mais une revendication vitale de toutes les populations des 5 continents. Le premier des droits de l'homme est le droit à la nature. Le premier des devoirs est de nous conduire comme des usufruitiers, soucieux de laisser aux générations du 3e millénaire un monde dans lequel la vie soit digne d'être vécue. C'est cela même le respect de la création. Soyons attentifs aux droits de la nature, ils sont le relais de l'humanité. Et c'est dans cette perspective que se justifie, pour l'écologie en crise, l'appellation quelque peu insolite pour le moment, d'humanisme de la nature et d'humanisme du jardin. Comment est-ce que vous réagissez, Michel Lusseau? Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Le sujet est fort vaste, mais puisque nous sommes dans une table ronde, essayons de trouver des points, non pas de désaccord, mais peut-être de visions un peu différentes. Alors, Michel Courajou insiste, rien n'est nouveau sous le soleil. Ici, nous serions mal avisés de contester l'importance du soleil. Rien n'est nouveau, mais tout est différent. C'est bien ça qui est intéressant. Bien sûr, la vie humaine emprunte, depuis que l'humanisation existe, des traits relativement constants, encore que. Mais la manière dont cette vie humaine se réalise, la façon dont les sociétés inventent leur cadre de vie, leur culture, leurs idéologies, leurs points de vue, ces façons-là changent. Alors, vous connaissez la fameuse formule de Lévi-Strauss, hein, j'étudie l'invariant dans la variation. Les géographes étudient plutôt souvent la variation plus que l'invariant. Et c'est la variation qui m'intéresse. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est au moins 2 choses. L'urbanisation mondiale, c'est nouveau. Ça n'a jamais existé. C'est une mutation décisive de la manière qu'a l'homme de considérer son habitat sur la planète. Et peut-être que nous, en France, nous avons du mal à considérer cela. Mais lorsque nous parlons du jardin et du paysage aujourd'hui, c'est bien aussi parce que nous pensons que les enseignements de Le Nôtre, par exemple, ont une valeur qui dépasse notre cadre national. Nous ne sommes pas là simplement pour faire de cette séance un conservatoire du génie national, parce qu'on retomberait à ce moment-là dans les travers que Jean-Pierre Le Dantec a très justement signalés. Nous sommes là parce que nous pensons que ce type de démarche a une capacité à aborder l'ensemble des réalités mondiales du phénomène d'urbanisation mondiale. Si nous ne comprenons pas que la mondialisation change toutes les donnes et brouille toutes les cartes, nous aurons du mal effectivement à saisir les différences. Deuxième chose, sur le périurbain,
Alors, cette question du périurbain me fait toujours penser à une exclamation fameuse d'André Gide, qu'on interrogeait avec toute une série d'écrivains, je crois que c'est André Gide, mais je parle sous le regard d'Éric Orsena, alors tout soudain j'ai une angoisse, qu'on interrogeait dans le cadre d'une enquête sur quel est le plus grand écrivain du 19e siècle, au début du 20e, et répondait Victor Hugo, hélas. Voulant montrer que lui, ça le l'ennuyait, que ça soit Victor Hugo, mais qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce que incontestablement, Victor Hugo était le plus grand écrivain du 19e siècle. Et je serais tenté de dire, si on m'interrogeait sur quel est le plus grand phénomène du 20e siècle en matière de bouleversement des sociétés, je serais tenté de dire le périurbain, hélas. Oui, le périurbain nous ennuie, parce que nous avons tendance à considérer qu'il n'est pas de la ville. Oui, le périurbain nous pose problème, hélas, mais il faut travailler à partir de lui. Nous ne réinventerons pas une urbanité en nous passant de considérer avec sérieux le périurbain pour le meilleur et pour le pire. Et c'est bien ça qui est problématique pour nous. Et vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que j'aurais à interroger comme chantier. Eh bien, il y aurait d'abord le chantier de réinscrire la réflexion ou d'inscrire la réflexion sur le périurbain dans nos prises en considération de l'urbanité contemporaine et de ne pas considérer que le périurbain, c'est simplement de la ville en moins, de la ville par défaut, de la ville défectueuse. Parce qu'aujourd'hui, en France, plus de 50% des citoyens habitent dans le périurbain. Qu'en faisons-nous ? Considérons-nous qu'ils n'ont rien à voir avec ce que nous envisageons aujourd'hui, qu'ils n'ont pas le droit à cette forme de dignité et de civilité-là? Et dans l'ensemble du monde, l'étalement urbain se caractérise de façon différente, certes, selon les cas. L'étalement urbain en Chine n'est pas le même qu'en France ou aux États-Unis, mais il est là, il existe. Les villes, l'urbain s'étend, se désagrège en même temps qu'il s'étend, et c'est pour ça que c'est vite qu'il faudrait d'ailleurs trouver un autre mot pour désigner, je suis bien d'accord, se développe. Troisième peut-être élément qui va amener aussi à un chantier. Troisième peut-être élément, non pas de désaccord, mais de discussion. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les jardins et sur le fait que les jardins sont des lieux d'expérience particulière. Mais je ne voudrais pas non plus que mon propos, y compris liminaire, soit interprété de mauvaise manière. S'intéresser au jardin ne veut pas dire se désintéresser du reste. S'intéresser au vide ne veut pas dire devenir désinvolte par rapport au reste. Il faut toujours apprendre à bien construire. Et il faut aussi toujours se rappeler d'une chose. L'expérience de la sensorialité, l'apprentissage de la vie humaine, la manière dont les individus conçoivent leur rapport à eux et aux autres, ça peut aussi s'inventer dans un contexte hors jardin. Après tout, aujourd'hui, ce qui se passe place Tahrir au Caire, c'est un grand moment d'expérience, de sensorialité et d'invention d'une civilité. Donc, faisons attention aussi à ne pas retomber dans des vieilles oppositions. Et pour moi, peut-être le plus grand chantier pour la question urbaine de demain, c'est de réconcilier, parce que je pense qu'il y a eu un moment une sorte de dissociation entre ce que j'appellerais les logiques classiques de l'urbanisation et des ingénieries de l'urbanisation, de construction, de mise en place des réseaux, de définition de la puissance urbaine, et les questions du jardin, et par cela même, et là je suis pleinement d'accord, faire du jardin un des lieux, parmi d'autres, mais sans doute un des lieux majeurs, où les individus font l'expérience de la dimension environnementale de leur propre existence et font l'expérience en commun de cette dimension environnementale de leur propre existence. Et ça, c'est effectivement très important. Michel Courajou, vos chantiers, vous aussi. Je voudrais dire simplement, on voit bien, un débat, c'est un débat. Et donc, d'un coup, dans un débat, il faut du temps pour ajuster les propos, parce que je ne pense pas qu'on soit aussi contradictoire que ça. Moi-même, j'avais cité tout à l'heure que le jardin n'était jamais qu'une pièce, une pièce parmi les pièces de la ville, les pièces de civilité de la ville. J'ai parlé de la cour, pour commencer, la cour intérieure de l'immeuble, mais ensuite j'ai parlé de la rue, et ensuite j'ai parlé de la place. Et donc la place Tahrir en faisait bien partie. Je pense qu'effectivement, le jardin n'est pas du tout le seul endroit de civilité. Je dirais même qu'à la limite, la place en fait une part tout aussi grande. Par contre, sur la question du périurbain, ce que je crois que ce qui se passe dans le périurbain, c'est qu'on emprunte sur le territoire rural. On emprunte sur la plus belle chose qui existe, en tous les cas pour nous, Européens, et en tous les cas nous, Français. La plus belle chose qui existe, c'est la campagne, c'est la ruralité.
et on emprunte sur elle d'une manière éhontée. C'est-à-dire qu'on construit la ville contemporaine d'une façon absurde sur un territoire de beauté. Et ce territoire de beauté, on ne le voit pas. Et les architectes et les ingénieurs et tous les gens qui participent à la construction de la ville contemporaine périphérique ne se rendent pas compte qu'ils ont en face d'eux le modèle à partir duquel ils pourraient construire cette ville moderne. Je dis souvent que la campagne, c'est l'horizon de la ville contemporaine. La campagne, ça serait la monumentalité possible de la ville contemporaine. Et au lieu de la détruire, cette campagne, pour y construire d'une façon anarchique et souvent un peu sauvage, et souvent aveugle la ville contemporaine, si tout simplement on faisait que la ville contemporaine se mette en regard de cette campagne, au moins on introduirait la question, alors là, à une très grande échelle, de la pensée du jardin. Parce que la campagne, c'est le jardin. Michel Ou Courageux. le jardin, c'est la campagne. Oui, Michel Courageux. Bon, actuellement, on est sur la reconstruction de la ville sur la ville. On est sur densification. Oui. C'est plus proche, plus haut, plus fort. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer le jardin? Est-ce qu'on peut toujours, comment dirais-je, peupler la ville de jardins importants lorsqu'on est dans cette logique-là? D'autant plus, bon, indépendamment du fait que le jardin, c'est un lieu de promotion. Le jardin Citroën-Cévennes, c'est lui qui a amené le fric, qui a fait le quartier de Citroën-Cévennes. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Hein. On a construit un jardin, on va pas faire un jardin, on a construit un jardin pour vendre des logements. Et alors, je veux dire, c'est pas ça qui va arrêter la production du jardin, le fait de faire des logements, bien au contraire. Bon, c'est ce côté mercantile peut-être de cette histoire, mais il n'empêche qu'on fait souvent des jardins parce que tout simplement la ville tire profit de cette présence du jardin. On a vu l'attractivité forte qu'elle avait sur les urbains. Alors évidemment, dès l'instant où on fait de la densification, eh bien, on compense cette densification par le fait de laisser place à des jardins. Oui, je veux dire, quand je dis que tout est toujours pareil sous le soleil, je ne veux pas dire que tout est toujours pareil sous le soleil. Tout est différent sous le soleil, mais tout est pareil quand même. C'est-à-dire que cette idée de faire, par exemple, on a construit à Lyon le parc de la Tête d'Or, parce que tout simplement, les promoteurs qui ont travaillé autour de la Tête d'Or ont fait des profits considérables sur les immeubles qu'ils ont construits autour du parc de la Tête d'Or. C'est de toutes les époques et de tous les temps que cette chose-là existe. Et le parc de la Tête d'Or existe parce que la promotion était là pour tout simplement se faire du fric. Je veux dire, c'est pas seulement ça le jardin, mais c'est aussi ça. Et donc, quelque part, non, il n'y aura pas cessation de la pensée du jardin. Il n'y aura pas cessation. C'est impossible qu'il y ait cessation de la pensée du jardin. C'est exactement comme si vous disiez qu'on pouvait cesser de faire des routes ou cesser de faire des places. Comme je dis que c'est une pièce indispensable, indissociable de la constitution de la ville, le jardin en fait partie d'une manière indissociable et on ne pourra pas s'en passer. Quels sont les chantiers, que vous avez envie d'ouvrir avec les professionnels, là, pour aller plus loin? Le chantier que j'ai envie d'ouvrir, je pourrais vous les signaler. Je suis quelqu'un qui... je ne voudrais pas m'opposer à M. Delbar. Je pense qu'on utilise le mot nature d'une manière un peu trop... On utilise la nature un peu... La nature, vous savez, je vous y emmène dans la nature, vous n'y restez pas longtemps. La vraie nature. Hein, franchement, et tout le monde en parle comme étant la panacée. Je dirais que ce qu'il y a d'intéressant dans le jardin, c'est qu'il emprunte à la nature un certain nombre de qualités qui lui sont... les qualités de la nature, mais ce n'est pas la nature, ça n'a rien à voir avec la nature. Et je veux dire que moi, mon chantier, c'est précisément celui dont je disais tout à l'heure, je suis plus amoureux de la campagne que de la nature. Moi, je pense qu'il y a un enjeu formidable aujourd'hui, c'est de réconcilier les urbains et les ruraux, et de faire en sorte que la campagne et la ville fonctionnent ensemble, et pas l'une contre l'autre. Et que cette espèce de rivalité incroyable entre les agriculteurs et les urbains me paraît être une très très mauvaise chose pour la société qui advient. Et je pense qu'il y aurait lieu à réconcilier ces deux mondes, parce que ces deux mondes ont à avoir ensemble. Parce que je pense que c'est... D'ailleurs, et encore une fois, tout ça remonte. Grégotti a dit que la campagne, le sillon, le premier mur bâti sur un champ était le premier alphabet de la ville. Eh bien, je pense qu'effectivement, la campagne, c'est cela. La campagne, c'est l'alphabet de la ville. Et donc, on ne doit pas pouvoir les séparer. Et moi, mon chantier, ça serait celui, effectivement, de travailler sur le périurbain d'abord, surtout sur le périurbain, pour faire en sorte, effectivement, qu'il y ait, dans ce rapport ville-campagne, un rapport d'amitié, un rapport de réconciliation, et de faire en sorte que... Et d'ailleurs, ça commence, on le voit bien aujourd'hui, les produits que beaucoup de gens veulent acheter sont des produits qu'ils veulent acheter à proximité de chez eux.
dans la campagne et qu'il y a un avenir formidable sur la campagne de proximité. Et je crois que c'est ça l'enjeu, c'est de faire la ville périphérique en accord avec son environnement, c'est-à-dire la campagne, plus que la nature. Henri Delbar, vos chantiers? Écoutez, c'est simple et ambitieux, c'est simplement que le jardin ne soit plus un élément technique, un produit, je l'ai dit, même végétal, mais redevienne ou soit à nouveau compris comme un élément essentiel de notre humanité, de notre culture. Et c'est un message c'est quelque chose qui doit s'apprendre dès le plus jeune âge, à travers l'enseignement de la nature, l'éducation de la sensibilité. Ce sont des objectifs qui sont totalement absents du système éducatif actuel. Et là, je crois que c'est par là qu'il faudrait recommencer et petit à petit faire comprendre qu'aux professionnels, nous avons autre chose que, encore une fois, des produits et des techniques, mais une culture, c'est-à-dire un projet qui doit évoluer, qui concerne tout le monde et qui soit, soyons pragmatiques, créateur de valeur ajoutée. Car un des problèmes essentiels de l'horticulture et des métiers de l'horticulture, c'est cette absence de valeur ajoutée, parce qu'il y a une absence de reconnaissance de culture. Les professionnels, plus maintenant, mais avant, ça leur arrachait la bouche de parler de culture. Ils voulaient être fiers de leurs produits, de leurs techniques. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et il faut que ça soit reconnu par les politiques pour qu'ils n'en fassent pas simplement un élément de campagne et de promotion. Qui souhaite réagir aux propos que vous venez d'entendre, mesdames et messieurs? Vous avez la parole, que ceux qui veulent la prendre me fassent signe dès lors que je les vois, car vous êtes dans la pénombre. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, monsieur. On va vous apporter un micro, le voilà. Bonjour. Bonjour, Paul Troyot, paysagiste à Bordeaux. Non, deux petits éléments, je voudrais revenir. Monsieur Thiers, vous nous suivez depuis 6 ans et je sais combien vous êtes des fois pointu. Vous avez parlé de métier d'illusion pour le paysagiste tout à l'heure. Je voudrais être vraiment très précis là-dessus. Non, ce n'est pas un métier d'illusion. On travaille avec le vivant et la nature prend ses droits, évolue, on la maîtrise parfois difficilement, mais notre métier n'est pas un métier d'illusion. Non, je faisais référence à illusion au sens révélation, comment dirais-je, sublimation de la nature. Tout à l'heure, Michel Courajou disait, si on va vraiment dans la nature, on n'y reste pas très longtemps. Et c'est vrai que, comme l'ont dit M. Le Dantec et puis Éric Orsena, parfois, il y a une sublimation du paysage et de la nature à travers le jardin. C'était en ce sens-là. D'accord. Deuxième petite remarque, juste sur le périurbain, effectivement, ça fait 20 ans qu'on en parle. Le problème reste toujours entier, se développe et s'accentue, je dirais, d'année en année. Messieurs, dames, les politiques qui sont parmi nous, vraiment, il faut réagir et il faut aussi s'attaquer au chantier du PLU, qui est déterminant pour gérer ces espaces aussi, nous aider à avancer sur ce lieu. Pour aller plus loin sur ce que dit M. Courajou, on utilise, on consomme des territoires de manière éhontée, ça on est tous d'accord, mais c'est aussi des terres vivrières qu'on utilise. Il y a aussi, on consomme l'espace et on grignote sur la campagne, mais c'est aussi la destruction de milieux nourriciers, écologie et durable. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour ce témoignage. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir, mesdames et messieurs? Je peux dire un petit mot sur ce que vient de dire monsieur. Oui, bien sûr. Est-ce que vous imaginez ce qu'était la périphérie de Paris il y a une centaine d'années, qui était un véritable grenier vivrier où on cultivait. J'ai travaillé sur les murs à pêche de Montreuil, mais c'est pas seulement à Montreuil, c'est toute la périphérie de Paris. On fabriquait des fruits, on fabriquait des légumes. Et Paris se nourrissait de sa périphérie et de ses coteaux. Au fond, les coteaux de la Seine étaient les lieux de production de la ville. Alors, je ne sais pas comment faire pour ne pas être réactionnaire, mais je rêve qu'on y retourne à cette simplicité-là, qui est que simplement se rapproche de nous les produits que nous consommons et que nous puissions jouir de la vue, de la pousse des choses que nous mangeons. Je peux ajouter que
beaucoup connaissent le quai de la Mégisserie qui est en train d'être transformé, mais avant il y avait une concentration d'horticulteurs, etc., etc. Pourquoi? Parce que justement, les gens qui cultivaient les légumes, les fruits au bord de Paris apportaient leurs produits aux halles et en repartant achetaient leurs graines, achetaient leurs plantes, quai de la Mégisserie. Et donc le circuit la boucle était bouclée. Elle est en train de se déboucler. Oui. Monsieur. Yves Pilorge, paysagiste. Également pour Michel Courajou, mais enfin pour l'ensemble des participants. Quand vous parlez du périurbain, est-ce que justement entre cette extension de la ville, et je reprends votre mot de ville périphérique, et la campagne de proximité, ce contact, cette lisière, est-ce que ce n'est pas là le lieu d'un véritable jardin? Un peu comme vous disiez il y a quelques années, le paysage, c'est le lieu où le ciel et la terre se touchent. Est-ce que le jardin aujourd'hui, ce n'est pas cette frange, cette lisière entre cette ville qui progresse toujours et cette campagne qui régresse, et que on parle aujourd'hui aussi de mutation écologique. Il y aura Delphine Bateau qui sera là demain, je crois. Est-ce que là, quand on veut parler d'agriculture de proximité, il n'y a pas un lieu pour avoir une campagne vraiment jardinée ou un jardin de campagne? Je suis convaincu de ça, mais ultra convaincu. Et j'ai été convaincu de ça par un voyage que j'ai fait au Japon. Et j'ai vu dans la grande mégapole du Japon, la grande mégapole de Tokyo, vous avez au centre de ces grandes organisations urbaines des jardins qui restent, c'est-à-dire des parts entières de culture qui restent au centre de ces jardins. Et vous ne pouvez pas imaginer une seconde la beauté qui s'exprime du fait que dans une densification extrêmement massive de la ville, d'un seul coup, l'agriculture, la culture, les plantes sont là, présentes d'une manière massive. Et ça, je crois à cela. Je crois à ce mixage. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose à faire dans le rapport de la périphérie de la ville avec la campagne. C'est que la campagne peut être l'anoblissement de la ville qu'aujourd'hui nous trouvons mauvaise, qui est la ville périphérique. C'est elle qui peut apporter les outils d'anoblissement. Et au fond, on aurait peut-être besoin d'une parcelle jardinée moins grande sur sa parcelle elle-même, tout simplement parce qu'on aurait à grande proximité la campagne dans laquelle on pourrait effectivement voir le monde vivant s'y exposer. Et ça, je crois ça fermement. Je suis sûr que je ne me trompe pas quand je dis que le travail à faire aujourd'hui est celui de s'occuper de la périphérie de la ville. La ville sédimentaire, la ville centrale, les architectes aujourd'hui sont extrêmement doués pour la faire. Ils ont acquis et les urbanistes aussi, ils ont acquis un exercice dans leur profession formidable. Ce sont des gens de très grand talent. Nous, les paysagistes, je pense que nous avons à nous retourner sur les horizons de la ville, sur la périphérie de la ville, sur là où la ville est en contact avec le ciel et la campagne. Ça, je le crois. J'en suis persuadé. Michel Lusseau. Oui, là, nous sommes pleinement en accord. On pourrait même pousser un peu les choses en disant que finalement, aujourd'hui, le périurbain, c'est l'urbain par excellence. Et que, bon, dans les espaces centraux, tout est dit, la messe est dite. On peut améliorer, on peut refaire, reconstruire, mais là où il faut inventer quelque chose de nouveau, c'est sans aucun doute dans les périurbains qui sont très différents selon les sociétés. Puis juste une petite incise par rapport au Japon, je partage ce qui vient d'être dit aussi sur le Japon. Il faut simplement se rappeler d'une chose, c'est que dans ces plus de 100 millions d'habitants de la mégapole japonaise, il y a effectivement des inclusions de jardins, mais aussi d'espaces ruraux, mais que la campagne japonaise, c'est de la campagne à rizière. Donc les sociétés rizicoles sont des sociétés très particulières où les campagnes ne sont pas du tout les mêmes parce qu'il y a les nécessités des systèmes collectifs d'irrigation, il y a un sens de la coopération qui est très différent, il y a une économie de l'utilisation de la terre qui est très forte et par ailleurs vous savez qu'au Japon il y a très peu de campagne au sens où nous l'entendons parce que la campagne est très insérée dans le milieu urbain, vraiment très très fortement insérée et tout ce qui n'est pas urbain au Japon c'est pas de la campagne, c'est de la forêt. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc il y a aussi là quelques exemples qui permettent de mesurer la variété des cultures
paysagères et sans doute des cultures de jardin. Et je pense qu'on est toujours bien inspiré en essayant aussi de tenir compte de cette variété des cultures paysagères et des cultures de jardin, parce que si le rapport de l'homme au milieu, c'est quelque chose qui nous apparaît constant, en fait, il y a des déclinaisons, des sensibilités sociales et culturelles particulières qu'il faut bien comprendre pour pouvoir mesurer les choses que nous observons. Monsieur. Je donne un autre exemple, je m'excuse pour ne pas avoir l'impression d'avoir été court-circuité. Genève, la Suisse, qui évidemment, pour des raisons que tout le monde sait, effectivement, la Suisse avait voulu, pendant la guerre, garder son autonomie et ne pas dépendre d'autres pays. Elle a donc su faire une chose absolument extraordinaire, c'est de garder au seuil même de la limite de la ville sa campagne. Et ce qu'il y a de beau à Genève, comme dans beaucoup d'autres villes suisses, c'est que la campagne est là, juste là, et que les produits que les Suisses mangent sont les produits qui sont à leur porte. Et ça, c'est une chose qui est absolument extraordinaire et qui fait de cette ville de Genève une ville particulièrement belle. Monsieur. Bien, Régis Triolet, pour le ministère de l'Agriculture, l'enseignement agricole. Ce qui m'interpelle, c'est ce qui a été évoqué concernant le lien entre le monde rural et le monde urbain, des publics qui ont du mal à se connaître, qui ont besoin de se découvrir. Donc j'ai bien noté, Monsieur Delbar, le fait qu'à un moment donné, on peut peut-être réfléchir ensemble sur une porte d'entrée pour que les gens puissent apprendre à se retrouver, à échanger, peut-être à mutualiser et puis à évoquer un modèle à reconstruire par rapport à ce niveau d'urgence qu'on découvre actuellement, le fait de faire autrement. Alors ma question, c'est ce volet qui a été entrouvert, c'est le volet culturel. C'est un domaine dans lequel peut-être un support peut-être pas suffisamment développé à ce jour, où on aurait un sujet commun à évoquer, c'est le bien-être pour vivre ensemble, notamment à travers ces villes qui grandissent, qui ont besoin d'avoir une capacité d'accueil plus importante, mais aussi le monde rural qui a besoin d'écoute par rapport à son histoire, à son savoir-faire technique. Et pour l'enseignement agricole, la question qu'on se pose, c'est quel est le pas de temps au niveau donc, du changement, pour accompagner le changement. L'urgence apparemment est présente. Il faut peut-être estimer en termes de retour le temps nécessaire pour que tout le monde se mette en route, un monde dans le bon train, pour qu'ensemble on puisse apporter ce changement qui est attendu. Alors ma question c'est comment vous, ça peut s'adresser à vous trois, comment vous pouvez imaginer que des acteurs actuellement à ce jour ne sont pas toujours avec un vocabulaire commun, donc ont quelquefois des difficultés pour se comprendre, qui ont certainement un objectif commun, celle de réussir, puissent vivre de leur métier, tout le monde a objectif de vivre de son métier, pour que tout citoyen y trouve son compte, pour les générations futures aussi, et notamment les futurs professionnels qui vont sortir demain et après-demain de l'outil d'enseignement agricole. Alors, Monsieur Delbar. Il y a un lien commun entre tous les éléments de discussion là, qui pour moi m'apparaît commun, c'est qu'on a fait, à travers des problématiques périurbains, etc., on est quand même, la fin de chaque intervention, c'était « Ah oui, mais attention, il y a des rizières, il y a une sensibilité là-bas, il y a ceci, il y a cela, etc. » Je crois que c'est un élément absolument fondamental qui nous empêche d'avoir des théories simples et abruptes, car nous sommes dans un monde d'hommes et de femmes qui ont des cultures, qui sont dans des terroirs, avec des couleurs du ciel, de la terre, des systèmes de végétation très différents. Et on ne peut pas oublier cela. Et moi, ce que je propose à travers toutes ces théories avec lesquelles je suis d'accord, mais qu'on laisse se développer des théories en n'excluant pas la compréhension sensible. C'est-à-dire que on parle, si vous êtes dans le système de l'éducation, etc., eh bien, il faut qu'au niveau horticole, on n'apprenne pas simplement la taxonomie, l'application d'engrais, de ceci, de cela, mais qu'on apprenne à découvrir ce qu'une fleur peut vous dire, ce qu'un fruit peut vous dire,
ce qu'un paysage peut vous dire, ce qu'un parterre peut vous dire, en termes, à travers votre compréhension sensible, tout ce qu'elle peut vous dire. Et si on s'imprègne de ça, alors là, on donne du relief, on donne de la pertinence aux différentes théories qui ont été évoquées tout à l'heure. Michel Lusso. Comme il se fait tard et que la deuxième table ronde doit s'installer, juste une proposition que vous trouverez peut-être un peu iconoclaste, mais que je commence à développer avec beaucoup de sérieux, compte tenu de ce qu'est l'état de l'urbanisation en France, compte tenu du fait que les campagnes sont elles-mêmes urbanisées de plus en plus, c'est-à-dire insérées dans les fonctionnements urbains. Je propose que le ministère de l'Agriculture soit réuni avec le ministère de la Ville dans un vaste ministère des territoires, dans lequel on apprenne enfin à considérer que les politiques agricoles sont des politiques urbaines comme les autres, c'est-à-dire spécifiques, mais insérées dans des réflexions et dans des fonctionnements qui sont d'abord les fonctionnements urbains. Et vous verrez que si vous commencez à vous faire ce petit exercice, alors je vous rassure, ça ne se passera jamais, donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire la proposition. Si vous faites ce petit exercice, vous changez la manière de considérer, y compris les politiques agricoles, c'est-à-dire, je l'ai montré pour le cas de la mégapole parisienne, vous redonnez aux espaces agricoles parisiens aussi un rôle dans la définition du fonctionnement mégapolitain et dans la définition de la spécificité de cette mégapole par rapport aux autres. Finalement, Paris, quand vous comparez à Londres et à New York, c'est une mégapole très particulière parce que c'est une mégapole à agriculture. Parce qu'il y a des grands espaces céréaliers qui restent conservés et plutôt que de construire des centres commerciaux sur ces espaces céréaliers, on ferait mieux de les inscrire dans la dynamique urbaine et tout le monde s'en porterait mieux. Alors, est-ce que ces espaces céréaliers sont des lieux où on réinvente un rapport à la nature? C'est à voir, mais il y a déjà un préalable qui est de les considérer comme des espaces urbains comme les autres pour ensuite pouvoir répondre à la deuxième question. Monsieur Courajou, pour terminer. J'ai consacré plus de la moitié de ma vie à faire de l'enseignement. Je crois à l'enseignement. Je crois que tout commence par l'enseignement. Et je me dis bien sûr que les ministères se réunissent, c'est très bien. Mais d'abord que les étudiants, eux, apprennent autrement. Si par exemple dans les unités d'architecture, comme dans les universités d'ingénieurs et d'ingénierie, on enseignait les sciences du vivant, la biologie par exemple, alors les choses changeraient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que plutôt que les architectes aujourd'hui soient arc-boutés sur l'idée de fabriquer des objets, on leur montre que peut-être les objets ont intérêt à s'associer entre eux. Et cette forme d'association, ils la trouveraient dans la pensée de la biologie. Parce que dans la biologie, l'association, la biologie est le règne de l'association. Et je pense que les ingénieurs auraient tout aussi, plutôt que de faire la façon dont ils ont à faire les routes, seraient initiés à cette question du monde vivant, de la façon dont le monde vivant fonctionne, alors je pense que les choses changeraient beaucoup. Et puis après les ministères, on verra bien. Mesdames et messieurs, nous remercions chaleureusement M. Delbar, M. Courajou et M. Lusso.